Le lot numéro 249 par Arthur Conan Doyle. Il est très possible qu'on ne sait jamais exactement à quoi s'en tenir sur les relations d'Edward Bellingham et de William Monk Owsley et sur les causes de la grande frayeur éprouvée par Abercrombie Smith. Nous possédons, il est vrai, le récit clair et détaillé de Smith lui-même, auquel viennent s'ajouter les témoignages du domestique Thomas Styles, du révérend Plumtree Peterson et de quelques autres personnes qui toutes furent à même de recueillir un aperçu des divers incidents qui se groupent autour d'événements vraiment singuliers. Mais, somme toute, Smith a été le principal témoin de ces événements, et les lecteurs se sentiront plutôt portés à croire qu'un cerveau parfaitement sain en apparence a éprouvé un léger choc, quelque étrange commotion, et ils admettront difficilement que le cours ordinaire de la nature ait pu être bouleversé au grand jour dans un centre aussi éclairé, aussi scientifique que l'université d'Oxford. Pourtant, en songeant combien est étroit et difficile ce sentier de la nature, en considérant les difficultés avec lesquelles nous le suivons à tâtons malgré toutes nos lumières de la science, lorsque nous envisageons les grandes et terribles éventualités qui surgissent toujours environnées de mystères, nous sommes obligés de convenir qu'il est bien orgueilleux et bien téméraire celui qui prétend circonscrire les grandes lignes de la vie au milieu desquelles s'égare l'esprit humain. À l'angle d'une des ailes du bâtiment que nous appellerons le vieux collège d'Oxford, il existe une tour de construction très ancienne. L'arche antique qui surplombe le porche voûté a cédé au centre, sous le poids des années, et les blocs de pierre grise couvertes de lichen apparaissent reliés et enlacés par des brins d'osier et des guirlandes de lierre, comme si la vieille mère nature avait voulu les protéger elle-même contre le vent et la tempête. De la porte part un escalier de pierre qui monte en spirale à 2 étages pour se terminer au 3e. Les marches en sont usées et creusées par le passage de plusieurs générations d'étudiants avivés de science. La vie a coulé comme un ruisseau le long de ces dalles. Comme l'eau, elle a creusé derrière elle ces sillons réguliers mais peu profonds. Depuis, les étudiants présents au long groupe des Plantagenets jusqu'aux jeunes gens des temps modernes, tous y ont contribué à former ce flot de brillante jeunesse scolaire. Que reste-t-il maintenant de ces belles espérances, de ces efforts, de ces fières énergies? Rien que quelques rares inscriptions sur les pierres des anciens cimetières, et peut-être une poignée de cendres humaines dans un cercueil en pourriture. Pourtant, on retrouvait bien conservé cet escalier, et le vieux mur gris avec leurs coudes, leurs pans affaissés et leurs nombreuses devises, qui encore visibles, ressemblaient à autant de vieilles ombres projetées par le temps passé. Au mois de mai 1884, 3 jeunes gens occupaient les appartements séparés qui donnaient sur le vieil escalier. Chaque appartement consistait en un salon et une chambre à coucher, tandis que ces mêmes pièces au rez-de-chaussée servaient l'une de chambre à charbon, l'autre de chambre pour le domestique, Thomas Styles, qui faisait le service des 3 jeunes gens habitant au-dessus de lui. À droite et à gauche s'ouvrait une suite de salles de lecture et de bureaux qui permettaient aux habitants de la vieille tour de s'enfermer dans une certaine solitude et de trouver dans ce logement le calme nécessaire à l'étude. Les 3 jeunes gens s'étaient ainsi répartis ce logement, Abercrombie Smith au 3e étage, Edward Bellingham Smith au-dessous et William Monk Owsley au 1er étage. Après une belle journée de printemps, sur le coup de 10 heures du soir, Abercrombie Smith était étendu dans un fauteuil, les pieds sur les chenets, sa pipe en racines d'églantier entre les dents. Dans un fauteuil pareil était assis nonchalamment de l'autre côté de la cheminée son vieux camarade de collège, Jethro Hastie. Tous deux portaient un costume de flanelle, car ils avaient passé leur soirée sur la rivière. Mais sans même observer leurs vêtements, il était facile de reconnaître à leur figure énergique et hâlée des amateurs de la vie au grand air et de sport, des hommes dont les goûts sont naturellement tournés vers tous les exercices du corps. En effet, Hastie était chef de nage à l'équipe de canotage du collège, et Smith avait la réputation d'un rameur hors ligne, mais son prochain examen le talonnait, le forçait à travailler sauf pendant les quelques heures de la semaine où il prenait de l'exercice par hygiène. Un monceau de livres de médecine sur la table avec des os éparpillés, des morilles et des planches anatomiques indiquait clairement le genre de ses études.
tandis que quelques cannes et des gants de boxe sur la cheminée révélaient à quel genre d'exercice il pouvait se livrer en champ clos avec son camarade Hasty. Ils se connaissaient depuis longtemps. Voilà pourquoi ils pouvaient rester assis sans se parler, goûtant le silence salutaire qui est l'indice indubitable d'une grande intimité. « Prenez donc du whisky, » dit enfin Abercrombie Smith entre deux bouffées. « L'Écossais dans le cruchon et l'Irlandais dans la bouteille. »« Non merci, je m'entraîne en ce moment à la rame, et je préfère ne pas boire d'alcool pour conserver ma bonne forme. Je travaille d'arrache-pied mon examen, et je crois préférable de laisser le whisky tranquille. » Hasty opinait de la tête et ils retombèrent dans un silence profond. « À propos, Smith, » demanda Hasty au bout d'un instant, « avez-vous fait la connaissance de vos camarades d'escalier ? Je les salue quand je les rencontre, c'est tout. Je vous engage à en rester là. Je connais quelques détails sur eux. Oh, peu de choses, mais ça me suffit. Je ne chercherai pas à me lier avec eux, si j'étais vous, quoiqu'il n'y ait pas grand-chose à dire sur Monkhouse-Lee. C'est le plus mince. Justement, il paraît bien élevé, ce petit homme, et je ne lui connais aucun défaut. Mais vous ne pouvez pas le voir sans faire la connaissance de Bellingham. Ah, le gros ? Oui, et pour le coup, celui-là, je préfère ne pas le connaître. » Abercrombie Smith leva les yeux et lança à son camarade un regard inquisiteur. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? La bouteille, le jeu, sa mauvaise éducation ? Vous n'étiez pas aussi difficile autrefois. Ah ! Vous ne connaissez pas cet individu, autrement vous n'insisteriez pas. Il y a en lui quelque chose de répugnant, de rampant. Mon cœur se soulève de dégoût quand je l'aperçois. Je l'accuserais volontiers d'avoir des vices secrets et d'être un noceur de bas étage. Malgré cela, c'est loin d'être un imbécile. On le considère au collège comme un des hommes les plus capables dans la branche à laquelle il s'adonne. Médecine ou études classiques ? Langues orientales, et c'est un linguiste enragé. Jenningworth l'a rencontré à la 2e cataracte, je crois, et m'a raconté qu'il bavardait avec les Arabes comme s'il avait toujours vécu au milieu d'eux. Il parlait copte aux coptes, hébreu aux juifs, arabe aux bédouins. Tous avaient envie de baiser les franges de ses vêtements. Il existe encore dans ces pays quelques joyeux farceurs d'ermites, qui vivent sur des rochers et affectent le plus profond mépris pour le voyageur. Eh bien, lorsqu'ils virent cet animal de Bellingham, à peine avait-il ouvert la bouche, qu'ils se jetèrent à plat ventre et se prosternèrent devant lui en signe d'admiration. Jenningworth prétend n'avoir jamais vu rien de pareil. Bellingham semblait trouver la chose toute naturelle. Il jacassait et se prélassait au milieu d'eux comme un poisson dans l'eau. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas, pour un étudiant ? Pourquoi dites-vous qu'on ne peut connaître Lee sans se lier avec Bellingham ? Parce que Bellingham est fiancé à la sœur de Lee, une charmante fille, Smith. Je connais toute la famille et l'idée de ce mariage me répugne. Il me fait instinctivement penser à l'accouplement d'une tourterelle et d'un crapaud. Abercrombie Smith sourit et se mit à tisonner. « Vous étalez toujours votre jeu au grand jour, mon cher, dit-il. Quelle espèce de méfiant vous êtes. Vous n'avez vraiment pas d'autre grief contre cet individu. Mon Dieu, je connais cette jeune fille depuis sa plus tendre enfance, et il m'est pénible de la voir courir un aussi grand risque. Je vous assure qu'il a l'air d'une brute, et qu'il a un infect caractère, un caractère de serpent. Vous vous rappelez son histoire avec Langmorton ? Mais vous oubliez toujours que je suis un étudiant de première année. Ah, c'est vrai. L'incident se passait l'hiver dernier. Eh bien voici. Vous connaissez le sentier qui longe le bord de l'eau. Plusieurs jeunes gens, Bellingham en tête, marchaient en file, lorsqu'ils rencontrèrent une vieille femme qui revenait du marché et allait en sens inverse. Il avait plu. Vous savez dans quel état sont les prés par la pluie. Le sentier s'étendait entre la rivière et un grand marécage formé par la prairie inondée. Devinez ce que fit ce triste individu. Il resta au milieu du chemin et poussa la vieille dans le marais où elle glissa avec son panier de provisions. Cette vilaine action indigna Langmorton, qui est un brave garçon, et il ne se gêna pas pour dire à Bellingham ce qu'il en pensait. De fil en aiguille, ils en vinrent au bois de fête, et Langmorton appliqua un bon coup de canne entre les deux épaules de son ami. Une rixe terrible s'ensuivit, et il faut voir maintenant la tête que fait Bellingham quand il rencontre Norton. « Mon Dieu, Smith, il est déjà près de 11 heures, il n'y a rien qui presse. Rallumez votre pipe. »« Oh non, je suis censé préparer mon examen. Au lieu de cela,
Je suis resté bavardé quand j'aurais dû être tranquillement dans mon lit. Je vous demanderai de me prêter votre crâne si cela ne vous dérange pas. William a le mien depuis un mois. Je vous demanderai aussi les petits os de l'oreille si vous n'en avez pas besoin. Merci. Inutile de me donner un sac, je les porte très bien sous mon bras. Bonsoir mon cher, et suivez mon conseil pour votre voisin. Lorsque Asti eut descendu l'escalier en spirale avec son collier anatomique sous le bras, Abercrombie Smith vida sa pipe dans son panier à papier et rapprochant sa chaise de la lampe, il ouvrit un énorme volume à reliure verte contenant de grandes planches anatomiques coloriées, des croquis de ce royaume secret de notre individu dont nous sommes les propriétaires infortunés et impuissants. Quoique nouveau venu à Oxford, il n'en était pas à ses débuts en médecine, car il avait travaillé 4 ans à Glasgow et à Berlin, et l'examen qu'il allait bientôt passer devait lui conférer son diplôme de médecin. Sa bouche énergique, son grand front, son visage aux traits accentués, donnaient l'impression d'un homme qui, sans être d'une intelligence transcendante, arriverait par son travail continu et opiniâtre à un résultat aussi appréciable qu'un cerveau génial mieux organisé. Un étudiant capable de tenir sa place parmi les Écossais et les Allemands du Nord n'est pas un homme à rester en arrière. Smith s'était fait un nom à Glasgow et à Berlin. Il réussirait aussi bien à Oxford si le succès devait dépendre de son seul travail et de sa persévérance. Il était assis depuis 1 heure environ, et les aiguilles de son réveil allaient bientôt se rejoindre sur minuit, lorsqu'un bruit insolite vint frapper ses oreilles, un bruit sourd et très spécial cependant, comme le souffle d'une respiration haletante sous le coup d'une vive émotion. Smith posa son livre et tendit l'oreille. Comme il n'avait de voisin ni à côté ni au-dessus de lui, ce bruit ne pouvait venir que de l'étage inférieur, de chez l'individu si mal coté par Asti. Smith n'avait fait que l'entrevoir, et il gardait de lui le souvenir d'un homme pâle, lymphatique, aux habitudes silencieuses et studieuses. Il avait remarqué que sa lampe restait allumée encore plus tard que la sienne. Cette similitude de goût avait créé une espèce de lien tacite entre eux. Lorsque Smith voyait l'aube blanchir à l'horizon pendant qu'il veillait sur des livres, il lui était doux de penser qu'à côté de lui un homme faisait lui aussi peu de cas de son sommeil. Et même, à l'heure actuelle, il se sentait plutôt bien disposé à l'égard de son voisin. Asti était un brave garçon, assez vulgaire, fortement charpenté, sans imagination et peu communicatif. Il n'admettait pas qu'un homme puisse avoir d'autres qualités que celles qui constituent un type solidement trempé. Pour lui, si quelqu'un était incapable de remporter un championnat, il ne valait pas la peine qu'on fasse attention à lui. Comme bien des gens robustes, il lui arrivait de confondre le tempérament avec le caractère et d'attribuer à un manque de principe une faiblesse de constitution. Smith, avec son jugement plus sûr, connaissait cette tendance de son ami et il hasardait quelques restrictions en pensant à son voisin de l'étage inférieur. Smith n'entendait plus le bruit singulier qui lui avait fait dresser l'oreille, et il allait reprendre son travail, lorsque le silence de la nuit fut déchiré par un cri rauque, l'appel d'un homme en détresse. Smith sauta sur ses pieds et ferma son livre. Il n'était pas nerveux, mais il reconnut dans ce cri quelque chose de si perçant, de si effrayant, qu'il se sentit glacé jusqu'à la moelle des os. Au milieu de la nuit, et dans cette maison d'étudiants, ce cri évoqua à son esprit 1000 fantômes fantastiques. Il se demandait s'il descendrait en hâte ou s'il attendrait. Il avait l'horreur innée des scènes, et il connaissait si peu son voisin qu'il lui paraissait impossible de pénétrer chez lui. Il hésitait encore. Au même instant, il entendit quelqu'un escalader l'escalier 4 à 4, et le jeune monk Housley, à moitié vêtu, blanc comme neige, se précipita dans sa chambre. « Descendez vite, dit-il haletant. Bellingham est malade. » Abercrombie Smith le suivit et pénétra dans le salon de Bellingham. Mais malgré son affolement, il eut le temps de lancer un regard circulaire en entrant dans cette pièce. Il n'avait jamais vu un salon pareil. C'était plutôt un musée qu'un cabinet de travail. Les murs et le plafond étaient tapissés d'objets étranges, originaires d'Égypte et d'Orient. Des personnages gigantesques et grossièrement représentés, affublés de costumes et d'armes, émergeaient des frises étranges qui entouraient la pièce. Au-dessus, il aperçut des satyres, à tête de taureau, de cigogne, de chat ou de hibou. À côté, des divinités aux yeux en forme d'amandes couronnées de vipères.
Certains objets revêtaient des formes de scarabées couleur de lapis. Horus, Isis et Osiris étaient placés dans des niches ou sur des étagères, tandis qu'au plafond apparaissait, suspendu, un vrai fils du vieux Nil, un grand crocodile à la mâchoire effrayante. Au milieu de cette pièce étrange était une grande table carrée encombrée de papiers, de flacons et de feuilles sèches provenant d'une espèce de palmier. Tous ces objets variés avaient été entassés pour faire place à une momie contenue dans une caisse qu'on avait traînée du mur devant la grande table. La momie elle-même, horrible chose noire, rabougrie et carbonisée, émergeait à moitié de sa caisse. Sa main en forme de patte et son avant-bras osseux s'appuyaient sur la table. Un vieux rouleau de papier jaune était posé contre le sarcophage. Devant, dans un fauteuil de bois, il aperçut, affalé, le propriétaire de l'appartement, la tête rejetée en arrière. Ses yeux grands ouverts regardaient avec une expression effrayante le crocodile pendu au plafond. Ses lèvres épaisses et bleues laissaient passer une respiration haletante et bruyante. « Mon Dieu, il va mourir !» cria Monk Housley. C'était un jeune homme élégant et d'une jolie tournure. Son teint olivâtre et ses yeux bruns d'apparence plus espagnole qu'anglaise lui donnaient une vivacité d'allure celtique qui contrastait avec le flegme anglo-saxon d'Abercrombie Smith. « Je crois que ce n'est qu'une syncope, » répondit l'étudiant en médecine. « Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Prenez ses pieds, maintenant, sur le canapé. Pouvez-vous envoyer promener tous les petits diables de bois? Quel fouillis dans cet appartement! Il va se trouver mieux une fois son col ouvert. Et quand il aura bu un peu d'eau, que diable lui arrive-t-il? Je ne sais pas. Je l'ai entendu crier. En bon voisin, je suis accouru immédiatement. C'est vraiment très aimable de votre part d'être descendu. Son cœur bat à se rompre, dit Smith en posant la main sur la poitrine de l'homme évanoui. Il a certainement éprouvé une frayeur qui a mis ses nerfs en danse. Jetez-lui de l'eau froide. Quelle figure il a! Son visage était en effet étrange et effrayant. Son teint et ses traits paraissaient également anormaux. Il était livide, d'une pâleur absolument exsangue qui ne pouvait provenir d'un accès de terreur. Quoique très gras, il avait dû l'être encore davantage, car sa peau semblait distendue et formait des plis à l'infini. Ses cheveux gros et courts se dressaient, hérissés, sur sa tête. Ses oreilles, grasses et ridées, émergeaient largement de son visage. Ses yeux gris étaient restés ouverts, et ses pupilles dilatées semblaient en extase devant un point fixe. Smith ne douta pas un seul instant qu'il se trouvait en présence de symptômes manifestes de terreur. Il se rappela à ce moment le conseil que lui avait donné Asti une heure avant. « Qui diable a pu effrayer ainsi cet homme ?» se demanda-t-il. « C'est la momie. La momie, comment cela? Je n'en sais rien. Mais elle est ignoble et repoussante. Je voudrais bien qu'il s'en sépare. Voilà la seconde frayeur qu'il me donne. L'année dernière, le même fait s'est produit. Je l'ai trouvé dans la même position avec cette horrible carcasse en face de lui. Que fait-il donc de cette momie? Oh, il est fou, voyez-vous, il a une vraie marotte. L'étude de cette momie le passionne, et il en sait plus long là-dessus que tous les savants d'Angleterre. Vraiment, c'est désolant. Ah, il revient à lui. Une faible teinte avait reparu sur les joues livides de Bellingham, et ses paupières se mirent à battre légèrement. Il se tordit les mains, commença à respirer entre ses dents, élevant la tête brusquement, il reprit ses sens. Lorsque ses yeux tombèrent sur la momie, il tressaillit sur le canapé, saisit le rouleau de papyrus, le jeta dans un tiroir, le ferma à clé et se rejeta en arrière. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Que faites-vous donc, vous autres ?»« Vous avez appelé au secours en nous faisant une fameuse peur, » dit Monk Housley. « Si notre voisin de là-haut n'était venu à mon aide, je ne sais ce que j'aurais fait de vous. »« Ah, c'est Abercrombie Smith, » dit Bellingham en le regardant. « Comme vous êtes aimable d'être descendu. Quel imbécile je fais, mon Dieu, quel imbécile !» Il prit sa tête dans ses mains et se mit à rire comme un hystérique. « Écoutez-moi, » lui dit Smith impérieusement en le secouant par les épaules. « Vos nerfs ne tiennent plus ensemble. Il faut cesser vos facéties nocturnes avec les momies ou vous perdrez la boule. Vous ressemblez maintenant à un paquet de fils électriques. »« Je voudrais bien savoir, » dit Bellingham, « si vous conserveriez votre calme, si comme moi vous aviez vu... » « Oh, quoi ? » ?»« Oh, rien. Je voulais dire que vous ne seriez peut-être pas aussi calme si vous aviez passé une nuit en compagnie d'une momie. J'admets que vous ayez parfaitement raison. Je reconnais que je me suis surmené ces derniers temps, mais je me sens bien maintenant. Ne vous en allez pas, cependant.
Attendez quelques minutes que je sois tout à fait dans mon assiette. Cette chambre semble renfermée, remarqua Lee en ouvrant la porte toute grande. Vous reconnaissez l'odeur de la résine balsamique, dit Bellingham. Il prit une des feuilles de palmier desséchées et la fit brûler au-dessus de la lampe. Une fumée épaisse, une odeur âcre et pénétrante remplirent la pièce. C'est la plante sacrée, la plante des prêtres, fit-il observer. Connaissez-vous les langues orientales, Smith? Pas un traître mot. Cette réponse parut soulager l'esprit de l'égyptologue. À propos, continua-t-il, combien de temps s'est-il passé entre votre arrivée et le moment où j'ai repris connaissance? Pas longtemps, à peu près 4 ou 5 minutes. Je pensais bien que mon évanouissement n'avait pas duré longtemps, dit-il en poussant un grand soupir. Mais quelle chose étrange que l'inconscience. Je serais incapable moi-même de dire si mon état s'est prolongé des semaines ou quelques secondes. Ce monsieur que vous voyez sur la table a été mis en caisse au temps de la 11e dynastie, il y a 40 siècles. S'il retrouvait l'usage de la parole, il nous dirait que ce sommeil n'a duré qu'un instant, juste le temps de fermer les yeux et de les rouvrir. Elle est fameusement belle, cette momie, Smith. Smith se pencha sur la table et regarda d'un air entendu cette forme noire et rabougrie. Les traits, quoique horriblement décolorés, étaient conservés et les petits yeux en forme de noisette semblaient regarder du fond de leurs orbites noirs et creux. La peau, ratatinée, adhérait fortement aux os et une grosse mèche de cheveux noirs tombait sur les oreilles. 2 dents pointues comme des dents de rat recouvraient la lèvre inférieure. Blottie comme elle l'était, les jointures repliées avec son crâne découvert, cette momie repoussante avait une expression de dureté qui fit frissonner Smith. Les côtes décharnées, recouvertes d'une espèce de peau parcheminée, étaient proéminentes ainsi que l'abdomen éventré couleur de plomb, où l'on voyait encore une large entaille, signature de l'embaumeur. Les membres inférieurs étaient entourés de grossiers bandages jaunes. Un certain nombre de petits morceaux de myrrhe et de cassia, ressemblant à des clous de girofle, parsemaient le corps de la momie et étaient disséminés dans l'intérieur du sarcophage. « Je ne sais pas son nom, dit Bellingham en caressant de la main sa tête raccourcie. Vous voyez qu'il manque une inscription à l'intérieur du sarcophage. Je ne le connais que sous le nom du lot 249. La caisse porte cette seule inscription. C'était son numéro à la vente aux enchères où je l'ai découverte. Le corps a dû appartenir à un beau gars, remarqua Abercrombie Smith, voire même un géant. La momie a 6 pieds et demi de longueur. Cette taille sera celle d'un géant, dans ces pays où la race est plutôt rabougrie. Palpez-moi ces os noueux. C'était un fameux gaillard. Peut-être ces mains-là ont-elles travaillé à la construction des pyramides, dit Monkhouse en regardant d'un air dégoûté les os jaunis et déformés. Certainement pas. Cet homme a été conservé dans une atrome et soigné tout particulièrement. On n'aurait pas pris autant de peine pour un vulgaire ouvrier, et on se serait contenté de sel ou de pois. D'après une estimation sérieuse, ce genre de momification a coûté environ 730 livres de notre monnaie. Notre ami appartenait certainement à la noblesse. Que pensez-vous de cette petite inscription près de ses pieds, Smith? Je vous ai dit que je ne connaissais rien aux langues orientales. Ah, c'est vrai. Je crois qu'elle vient aussi de l'embaumeur, qui devait être un monsieur bien consciencieux, ce me semble. Je me demande si un seul de nos travaux modernes subsisterait 4000 ans. Il continua à parler avec volubilité et précipitation, mais Abercrombie Smith se rendit compte qu'il était encore sous le coup de sa frayeur. Ses mains étaient agitées, sa lèvre inférieure tremblait, et de quelque côté qu'il regarda, ses yeux s'arrêtaient toujours sur la momie. Mais malgré sa frayeur, il avait somme toute une attitude triomphante. Les yeux brillaient, et son pas, en arpentant la pièce, était alerte et décidé. Il donnait l'impression d'un homme qui vient de traverser une crise violente qui l'a fortement secoué, mais dont il est sorti victorieux. « Vous ne partez pas encore, » dit-il lorsque Smith se leva. À l'idée de la solitude, il parut de nouveau anxieux et étendit sa main pour le retenir. « Mais il faut que je parte. J'ai à travailler. D'ailleurs, vous allez bien maintenant. Je crois qu'avec votre nervosité, vous devriez vous livrer à des études moins malsaines. Oh, je ne suis pas nerveux habituellement, et j'ai déjà manié bien des momies. Vous vous êtes évanoui la dernière fois, objecta Monkhouse Lee. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, il me faut un calmant ou une cure d'électricité. Vous ne partez pas, Lee. Je ferai ce que vous voudrez. Eh bien, je descendrai avec vous, et je m'improviserai un lit sur votre canapé. Bonsoir, Smith. Je suis fâché de vous avoir causé cette alerte. Ils se serrèrent la main, et tandis que l'étudiant en médecine montait en tâtonnant son vieil escalier aux marches usées,
il entendit le grincement d'une clé dans une serrure et le bruit des pas des autres locataires qui gagnaient l'étage inférieur. C'est cet étrange incident qui marqua la première rencontre d'Edward Bellingham et d'Abercrombie Smith. Ce dernier ne désirait pas autrement cultiver cette relation. Pourtant, Bellingham semblait éprouver une réelle sympathie pour Smith, et il lui fit tant d'amabilité qu'il eût été grossier de ne pas y répondre. 2 fois, il rendit visite à Smith pour le remercier. Entre-temps, il lui apporta des livres, des revues, comme peuvent en échanger 2 garçons entre eux. Smith ne tarda pas à découvrir que Bellingham était un homme de grande érudition, d'une mémoire extraordinaire. Ses manières étaient si charmantes qu'elles faisaient vite oublier son physique repoussant. Bref, sa société avait beaucoup de charme pour un homme fatigué et surmené, et Smith ne tarda pas à prendre goût à ses visites. Il les lui rendit régulièrement. Malgré toutes ses qualités, l'étudiant en médecine crut remarquer chez son nouvel ami quelques signes de folie. Il s'étonna de ces grandes tirades faites dans un style pompeux, qui contrastait avec la simplicité de sa vie. « Quelle merveilleuse impression !» s'exclamait-il parfois, « de sentir qu'on peut commander aux puissances du bien et du mal, à l'ange protecteur ou au démon de la vengeance. » Puis, parlant de Monkhouse Lee, il disait « Lee est un brave, un honnête garçon, mais il n'a aucune ambition, aucune volonté. Il ne serait pas de force à aspirer à une grande entreprise. Il ne pourrait jamais devenir mon associé. » Ces insinuations, ces allusions faisaient sourire Smith, qui, la pipe à la bouche, se contentait de lever les yeux au ciel et de hocher la tête en conseillant à son camarade, dans sa haute sagesse médicale, de prendre plus d'exercice au grand air. Depuis quelque temps déjà, Smith observait chez lui des indices infaillibles d'anémie cérébrale. Il ne cessait de se parler à lui-même aux heures les plus silencieuses de la nuit. Lorsqu'il n'avait pas de visite, Smith surprenait au-dessous de lui des conversations à voix basse, perceptibles pourtant d'une oreille attentive. Ce babiotage d'un solitaire ennuyait l'étudiant, et il finit par s'en plaindre à son voisin. Bellingham protesta énergiquement et déclara qu'il n'avait pas articulé un seul mot la nuit. Il se montra d'ailleurs très vexé de cette observation insignifiante au fond. Si Abercrombie Smith avait eu le moindre doute sur la finesse de son ouïe, il pouvait facilement recourir au témoignage de Thomas Styles, le petit domestique ridé, qui de temps immémorial servait les générations d'étudiants qui se succédaient dans la tour. Tom avait certainement dû faire des remarques à ce sujet. « Pardon, monsieur, » lui demanda un soir le domestique pendant qu'il faisait l'appartement supérieur. « Croyez-vous, monsieur Bellingham, bien sain d'esprit ? Que voulez-vous dire, Styles ? Je demande à monsieur si monsieur Bellingham a toute sa tête. Pourquoi pas ? Mon Dieu, je ne saurais le dire, monsieur, mais ses habitudes ont changé depuis quelque temps. Il n'est plus le même homme qu'au commencement. Je dois d'ailleurs dire que je ne l'ai jamais mis sur le même pied que vous et monsieur Hasty. Il a la détestable manie de se parler à lui-même. Je m'étonne qu'il ne vous dérange pas. Je ne sais que faire de lui, monsieur. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, Styles. Pourtant, monsieur, je m'intéresse à lui. C'est peut-être une grande liberté que je prends, mais je ne peux m'en empêcher. Il me semble que je suis un peu le père et la mère de tous ces messieurs. Tout me retombe dessus quand M. Bellingham n'est pas satisfait et que mes amis viennent. Je voudrais bien savoir qui marche dans la chambre de M. Bellingham quand il est sorti et qu'il a pris la précaution de fermer sa porte à clé à l'extérieur. Voyons, vous radotez, Styles. C'est possible, monsieur, mais j'ai entendu plus d'une fois des bruits de pas, j'en suis sûr. Quelle folie, Styles. C'est bien, monsieur. Vous me sonnerez si vous avez besoin de moi. Abercrombie Smith ne prêta qu'une faible attention au bavardage du vieux domestique, mais quelques jours plus tard survint un petit incident qui l'impressionna désagréablement et lui rappela forcément la conversation de Styles. Bellingham était venu le voir un soir très tard et lui faisait une conférence intéressante sur les tombeaux des Beni Hassan dans la Haute-Égypte. À ce moment, Smith, dont l'ouïe était extrêmement fine, entendit très clairement le bruit d'une porte qui s'ouvrait sur le palier de l'étage inférieur. « Quelqu'un vient d'entrer dans votre chambre ou d'en sortir » fit-il observer à Bellingham. Ce dernier bondit, puis resta immobile un instant comme quelqu'un qui hésite sous l'impulsion d'une certaine frayeur. « Je l'ai fermé à clé, j'en suis sûr, absolument sûr, » affirma-t-il. « Personne ne peut l'avoir ouverte ? Tenez, en ce moment j'entends monter l'escalier, » ajouta Smith. Bellingham se précipita vers la porte, la ferma violemment et descendit affolé. Smith l'entendit s'arrêter à mi-chemin, puis murmurer très bas.
Un instant plus tard, la porte se ferma, une clé grinça dans la serrure. Bellingham, le visage livide, la sueur perlante au front, remonta l'escalier et entra de nouveau chez Smith. « Ce n'est rien, » dit Bellingham en se jetant sur une chaise. « C'est cet animal de chien qui avait poussé la porte. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier de la fermer. »« Je ne me connaissais pas de chien, » dit Smith, en regardant, étonné, la figure bouleversée de son voisin. « Je l'ai depuis très peu de temps, mais je vais m'en débarrasser. Il me donne trop d'ennuis. » En effet, il doit vous gêner s'il vous est si difficile de le tenir enfermé. J'aurais cru cependant inutile de fermer la porte à clé pour le garder chez vous. C'est pour empêcher le vieux Styles de le laisser partir. C'est un chien de prix, et je ne voudrais pas le perdre. Je suis amateur de chiens, moi aussi, dit Smith, en observant attentivement son camarade du coin de l'œil. Voulez-vous me le montrer? Certainement, mais pas ce soir, j'ai un rendez-vous. Votre pendule va bien? Alors je suis déjà en retard d'un quart d'heure. Moi, il faut que je m'en aille. Il prit son chapeau et partit, mais malgré son rendez-vous, Smith l'entendit rentrer dans sa chambre et fermer sa porte à clé. Cet incident impressionna désagréablement le jeune étudiant. Bellingham avait menti, et cela si maladroitement, qu'il devait avoir une raison majeure de cacher la vérité. Smith savait très bien que son voisin ne possédait pas de chien. Il savait aussi que les pas qu'il avait entendus dans l'escalier n'étaient pas ceux d'un chien. Mais alors, que signifiait tout ceci? Le vieux Styles avait aussi parlé de pas qu'il entendait dans l'appartement en l'absence de son maître. Était-ce une femme? Smith commençait à le croire. Et cependant il paraissait inconcevable qu'un étudiant pût cacher une femme chez lui, sans être immédiatement découvert. Tout cela semblait très louche. Smith se promit en ouvrant ses livres de ne pas entretenir une intimité plus suivie avec son voisin à la mine suspecte et à la voix mielleuse. Mais il ne put guère travailler ce soir-là. À peine avait-il repris le fil de ses idées qu'il entendit un pas lourd monter l'escalier 4 à 4. Au même instant, Asti entra précipitamment chez lui en costume de flanelle. « Toujours au travail ?» dit-il en s'effondrant dans son fauteuil favori. « Quel enragé vous faites! Je crois, ma parole, qu'un tremblement de terre pourrait tout bouleverser sans vous troubler. Vous continueriez à étudier tranquillement sans même lever les yeux. Enfin, je ne vais pas vous interrompre longtemps. 3 bouffées de tabac et je m'en vais. »« Eh bien, quelle nouvelle ?» demanda Smith en bourrant sa pipe. « Pas grand-chose. Wilson a gagné 70 points au cricket. Les autres disent qu'ils le prennent dans leur camp à la place de Buddy Court qui est disqualifié. »« Bonne moyenne, » observa Smith avec la gravité d'un universitaire qui parle de sport. « Oh, à propos, avez-vous entendu parler de Lang Norton? »« Non, qu'y a-t-il? Il a été attaqué. »« Attaqué? Oui, juste au moment où il tournait High Street, à une centaine de mètres de la porte de Old. »« Mais qui a pu? » ?»« Ah, voilà la question. Au lieu de qui, il serait plus exact de se demander quelle chose a pu, car Norton jure que cette agression ne vient pas d'un être humain. Et d'après les égratignures de son cou, je serais assez tenté de le croire. Alors nous sommes en pleine chimère. » Le visage d'Abercrombie Smith exprimait un profond mépris scientifique. « Mon Dieu, non! Je ne crie pas absolument à la chimère, mais je serais assez porté à croire que si un histrion de foire avait perdu une guenon ces derniers temps dans les environs, on finirait par découvrir que c'est cet animal qui a fait le coup. Norton passe par là presque tous les soirs à la même heure, précisément sous un immense orme dont les branches surplombent le chemin. Norton croit que la chose est tombée sur lui du haut de cet arbre. Quoi qu'il en soit, 2 bras, aussi forts et fins tout à la fois que 2 lames d'acier, l'ont saisi à la gorge en l'étranglant. Il ne vit rien que les horribles bras qui le serraient de plus en plus fort. Il poussa des hurlements qui firent accourir quelques jeunes gens. À ce moment, l'auteur de l'agression disparut par-dessus le mur en rampant comme un chat. Cette attaque l'a fortement secoué, je vous en réponds. Elle lui a presque autant rafraîchi les idées qu'une cure d'air au bord de la mer. Il a eu affaire à un malfaiteur, probablement, dit Smith. Ça m'en a tout l'air. Norton ne veut pas l'admettre, mais nous ne sommes pas obligés de le croire. L'auteur de l'agression avait des ongles longs et s'est sauvé prestement. À propos, votre charmant voisin doit être enchanté de cet incident, car il a une dent contre Norton, et je ne le crois pas homme à oublier ses petites rancunes. Mais dis donc, mon vieux, à quoi pensez-vous donc? À rien, répondit Smith vivement.
Il avait tressailli sur sa chaise, et sa physionomie s'était subitement obscurcie, comme si une idée pénible venait de traverser son esprit. « Est-ce que par hasard je vous aurais dit quelque chose qui vous ait piqué au vif ? Pendant que j'y pense, vous avez fait la connaissance de M. Bellingham, n'est-ce pas, depuis que je vous ai vu ? Le jeune Monk Housley m'en a parlé. Oui, je le connais un peu, je l'ai vu 2-3 fois. Ma foi, vous êtes assez grand pour faire ce qu'il vous plaît. Je ne le crois pas ce que j'appellerais un garçon de tout repos, quoiqu'il soit assurément très intelligent. Mais vous ferez votre expérience vous-même. Lee est parfait, sous tous les rapports, et un charmant camarade. Eh bien, je cours la coupe du vice-chancelier de mercredi en 8. Alors je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui pour le cas où je ne vous verrai pas avant. Abercrombie Smith posa sa pipe et se rassit à son bureau. Mais malgré toute sa volonté, il ne put fixer son esprit. À tout instant, il pensait à son camarade de l'étage inférieur et au petit mystère qui planait sur son appartement. Puis, il songeait à l'attaque singulière dont Hastie avait été victime et à la rancune que Bellingham lui gardait. Ces deux idées le hantaient comme s'il existait entre elles une connexion intime, et cependant, le soupçon était trop vague pour que Smith pût se prononcer nettement. « Au diable, cet individu !» grommela-t-il en jetant par terre son livre de pathologie. « Il m'a empoisonné ma soirée en m'empêchant de travailler. Et ce serait une raison suffisante, s'il n'en existait pas d'autre, pour que je lui batte froid à l'avenir. » Pendant 10 jours, l'étudiant en médecine se plongea si bien dans ses livres qu'il ne vit aucun de ses voisins de la tour et ne fit même pas attention aux bruits environnants. Aux heures auxquelles Bellingham avait pris l'habitude de venir, il se barricadait chez lui et faisait la sourde oreille lorsqu'il frappait à sa porte. Pourtant, comme il descendait l'escalier un après-midi, la porte de Bellingham s'ouvrit brusquement et le jeune Monk Housley en sortit, les yeux hagards et les joues empourprées de colère. Bellingham le suivait de près. Son visage au teint huileux et malsain avait une expression étrange. « Imbécile !» cria-t-il. « Vous me le paierez !»« C'est possible, » répondit l'autre. « N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Tout est rompu. Je ne veux plus en entendre parler. Cependant, vous avez promis. Oh, cette promesse-là, je la tiendrai. Je garderai le silence. Mais j'aimerais mieux voir ma petite Eva dans son cercueil que... Je vous le répète, tout est rompu. Nous ne voulons plus vous voir. » Smith, malgré lui, surprit ces fragments de dialogue, quoiqu'il pressât le pas pour ne pas être mêlé à leur discussion. Une scène très violente venait certainement de se passer entre eux. Ellie allait rompre le mariage de sa sœur avec Bellingham. Smith se rappela la comparaison qu'avait faite Hastie du crapaud et de la tourterelle et approuva ce projet de rupture. La figure de Bellingham n'était rien moins qu'avenante sous l'action de la colère, et dans son exaspération, c'eût été une folie de lui confier une innocente jeune fille. Tout en marchant, Smith se demandait quelle avait pu être la cause de cette querelle et la nature de la promesse faite par Monk Housley, à laquelle Bellingham attachait une telle importance. Le jour du match de canotage entre Hastie et Mutlins était arrivé, et une foule de curieux se rendait sur les bords de l'Isis. Un gai soleil printanier s'était mis de la partie, et les grands ormes répandaient un ombrage bienfaisant sur le chemin creux qui menait à la rivière. De chaque côté de la route, on voyait disposés sur 2 rangs les vétérans du collège, qui regardaient d'un air attendri défiler devant eux les jeunes générations de sportsmen. Professeurs vêtus de noir, sommités intellectuelles à la face glabre, jeunes athlètes au visage jalé coiffés de chapeaux de paille, les uns en maillot bleu, les autres en trique oreiller, tous se pressaient vers la rivière bleue qui serpente à travers les prairies d'Oxford. Abercrombie Smith, en vieux connaisseur qu'il était, choisit sa place à l'endroit où, d'après ses prévisions, l'effort de la course devait se produire. De loin, il entendit le signal du départ, le bruit qu'annonçait de l'arrivée, la confusion des spectateurs qui se poussaient et les cris des rameurs dans les bateaux au-dessous de lui. Une équipe de rameurs haletants et à demi vêtus passa près de lui à une vive allure. Il aperçut Hastie qui les dépassait tous de la tête. Son bateau filait du bon 36 à l'heure, tandis que son adversaire était derrière lui à une bonne longueur. Smith lança son joyeux encouragement à son ami et tirant sa montre, il allait regagner son logis lorsqu'il se sentit touché à l'épaule. En se retournant, il reconnut le jeune Monk Housley. « Je vous ai aperçu, » dit celui-ci d'une voix timide, comme s'il voulait s'excuser.
Je voudrais vous parler, si vous pouviez me consacrer une demi-heure. Le cottage est à moi, je le partage avec Harrington de King. Venez prendre une tasse de thé. Il faut que je sois rentré chez moi dans un instant, dit Smith. Je suis dans le coup de feu de mon examen en ce moment, mais je passerai très volontiers chez vous quelques instants. Si mon ami Asti n'avait pas pris part à la course, vous ne m'auriez certainement pas vu ici. Asti est aussi mon ami. Il m'a paru merveilleusement en forme aujourd'hui. Ma liste n'est pas à sa hauteur. Mais venez donc chez moi. Mon installation est des plus primitives, mais agréable pour y travailler en été. Le cottage représentait une petite construction blanche carrée, avec des portes et des fenêtres vertes, et une grille rustique située à environ 50 mètres de la rivière. À l'intérieur, la pièce principale servait de cabinet de travail. Une grande table bureau, des étagères en bois blanc et quelques gravures au mur. Une bouilloire chantait sur une lampe à alcool, et les tasses étaient préparées sur un plateau sur la table. « Asseyez-vous donc et prenez une cigarette, » dit Monkhouse-Lee. « Je vais vous verser une tasse de thé. Vous êtes bien aimable de me consacrer quelques instants, car je vous sais très occupé. À votre place, je n'hésiterai pas à déménager immédiatement. Hein ?» Smith le regarda, ahuri, tenant une allumette allumée dans une main et une cigarette éteinte dans l'autre. « Oui, ma suggestion doit vous paraître d'autant plus extraordinaire que je ne puis vous donner les raisons qui motivent cet avis. J'ai pris l'engagement formel de garder le plus profond secret. Toutefois, je me crois autorisé à vous dire que je ne considère pas Bellingham comme un voisin de toute sécurité. En ce qui me concerne, je suis décidé à rester dans cette maison le plus longtemps possible. Bellingham ne serait pas un voisin sûr. Que voulez-vous dire par là? Voilà précisément le point que je ne puis vous expliquer. Mais suivez mon conseil, voyez-vous, et changez d'appartement. Nous avons une empoigne sérieuse aujourd'hui. Vous avez dû l'entendre en descendant l'escalier. J'ai en effet compris que vous vous querelliez. Cet homme est un ignoble individu, Smith. Je ne vois pas d'autre expression pour le caractériser. J'ai eu des soupçons sur lui depuis le jour de son évanouissement. Vous vous rappelez le jour où vous êtes descendu? Je l'ai poussé dans ses derniers retranchements aujourd'hui. Il m'a révélé des choses à me faire dresser les cheveux sur la tête, en essayant même de me convaincre. Je ne suis pas un homme à idées étroites, mais j'appartiens à une famille de clergymen, comme vous le savez, et j'ai des convictions religieuses plutôt arrêtées. Je remercie Dieu de m'avoir éclairé sur la conduite de Bellingham avant qu'il ait épousé ma sœur. « Tout ça, c'est très joli, Lee, » répondit Abercrombie Smith d'un ton agacé. « Mais de deux choses l'une, ou vous bavardez en ce moment, ou vous ne parlez pas assez. Je me contente de vous donner un conseil. Du moment que vous avez une raison suffisante pour me donner un conseil, je ne vois pas en quoi une promesse vous condamne au silence. Si je voyais un malfaiteur placer une cartouche de dynamite quelque part, il n'y aurait pas de puissance au monde qui pût m'empêcher de m'y opposer. Précisément, il m'est impossible de rien empêcher, je ne puis que vous avertir. Sans me dire de quoi vous m'avertissez, je vous mets en garde contre Bellingham, mais c'est de l'enfantillage. Pourquoi le craindrais-je plus qu'un autre individu? Vous m'en demandez trop. Je ne puis que vous engager à changer de maison. Vous êtes en danger là où vous habitez. Je ne prétends pas que Bellingham veuille vous faire du mal, mais cela pourrait arriver car il est devenu un voisin dangereux. Peut-être suis-je plus au courant que vous ne le pensez, dit Smith, en regardant son interlocuteur d'un œil scrutateur. Vous allez être surpris de m'entendre vous dire qu'à ma connaissance, une autre personne partage l'appartement de Bellingham. Monkhouse-Lee bondit, en proie à une effroyable émotion. « Vous savez donc ?» demanda-t-il tout bas. « Une femme. » Lee se laissa retomber sur sa chaise en grognant. « Mes lèvres sont scellées, » dit-il. « Je ne puis rien dire. »« Eh bien, » dit Smith en se levant, « je ne me sens pas assez effrayé par vos insinuations pour quitter un appartement où je me trouve très bien. Ce serait une trop grande faiblesse d'esprit de ma part de déménager sur votre simple affirmation que Bellingham peut me suivre sans me donner d'autres détails. Je crois que je vais risquer le tout pour le tout et rester où je suis. Je m'aperçois qu'il va être 5 heures et je vous demande la permission de m'en aller. » Il prit congé du jeune homme en le remerciant de son aimable accueil et rentra chez lui par cette belle soirée de mai. Comme tout homme qui se sent menacé par un danger vague et mal défini, il éprouvait une certaine satisfaction mêlée d'impatience. Abercrombie Smith s'accordait toujours une distraction, quelque absorbé qu'il peut être par son travail. 2 fois par semaine, très régulièrement, le mardi et le vendredi,
il avait pris l'habitude d'aller à pied à Farlingford, chez son ami le docteur Plumtree Patterson. Patterson avait été très lié avec le frère aîné de Smith, et sa situation de garçon fortuné, qui possède une bonne cave et une bibliothèque meilleure encore, faisait de sa maison un but de promenade charmant pour un homme qui désire prendre un exercice hygiénique. Donc, 2 fois par semaine, l'étudiant en médecine se dirigeait de ce côté par des routes ombragées et il passait quelques moments agréables dans la bibliothèque de Peterson, causant de choses plus ou moins banales, passant en revue les potins de l'université et les dernières découvertes médicales ou chirurgicales. Le lendemain de son entretien avec Monkhouse-Lee, Smith ferma ses livres à 8h15, heure à laquelle il allait généralement chez son ami. Au moment de fermer la porte, ses yeux tombèrent sur un des livres que lui avait prêté Bellingham, et il éprouva un remords de conscience de ne pas les lui avoir rendus. Il ne voulait pas être grossier à son égard. Il prit donc le livre, descendit et frappa la porte de son voisin. Il n'obtint pas de réponse, mais en tournant le bouton, il vit qu'elle n'était pas fermée à clé. Assez satisfait d'éviter une rencontre, il entra et déposa le livre sur la table en y joignant sa carte. La lampe était à demi baissée, ce qui n'empêcha pas Smith de voir suffisamment les détails de la pièce. Rien d'ailleurs ne paraissait changer, la frise, les dieux à tête d'animaux, le crocodile pendu au plafond et la table parsemée de paperasses et de feuilles sèches. La caisse de la momie était adossée au mur, mais la momie manquait. Rien n'indiquait qu'une autre personne partageât la chambre de Bellingham, et en sortant, Smith se reprocha d'avoir calomnié Bellingham. En admettant qu'il ait un secret à dissimuler, il n'aurait certainement pas laissé la porte ouverte à tout venant. Il faisait noir comme dans un four, dans cet escalier en spirale, et Smith descendait lentement, à tâtons, lorsqu'il crut se sentir frôlé par quelque chose qui passait à côté de lui. Il eut l'impression vague d'un léger bruit, d'un souffle imperceptible qu'il ne put définir. Il s'arrêta et tendit l'oreille, mais le vent qui agitait les feuilles au dehors l'empêcha de rien entendre. « Est-ce vous, Styles » cria-t-il. Pas de réponse. Un calme absolu régnait autour de lui. Le bruit qu'il avait entendu provenait sans doute d'une rafale de vent, qui s'était engouffrée dans les trous et les fentes des murs de la vieille tour. Il était arrivé sur le carré, cherchant la clé du mystère, lorsqu'un homme traversa la pelouse en courant d'une vive allure. « Est-ce vous, Smith ?»« Tiens, Asti, pour l'amour du ciel, venez vite. Le jeune Lee s'est noyé. Harrington de King vient d'apporter la nouvelle. Le docteur est absent, vous le remplacerez, mais venez vite, vous pourrez peut-être le ranimer. Avez-vous de l'eau de vie ? Non, monsieur. J'en apporterai. Il y en a une gourde sur ma table. » Smith remonta 4 à 4, saisit la gourde et redescendit. Il fut témoin d'un spectacle qui le glaça d'horreur. La porte qu'il avait fermée derrière lui était ouverte maintenant, et juste en face de lui, il vit la caisse de la momie éclairée par la lampe. 3 minutes avant, cette caisse était vide, il pouvait en mettre sa main au feu. Maintenant, elle encadrait le corps décharné et hideux de cette horrible momie à figure grimaçante. Le squelette était bien inerte et mort, mais il sembla à Smith, en le regardant, qu'il restait une lueur de vie, une dernière étincelle de volonté dans ses petits yeux brillants au fin fond de leurs orbites. Bouleversé par cette vision, il en avait oublié Asti, et il restait là, pétrifié, les yeux hagards, lorsque la voix de son ami le rappela à la réalité. « Venez donc, Smith, dépêchez-vous » cria-t-il. « C'est une question de vie ou de mort, vous savez. Allons vite » ajouta-t-il lorsque l'étudiant en médecine parut. « Prenons le pas de course. Il y a une bonne lieue, tâchons d'y arriver en 5 minutes. Une existence vaut bien la peine qu'on se décarcasse. » Ils partirent à une allure vertigineuse à travers l'obscurité et ne s'arrêtèrent haletants et épuisés que lorsqu'ils eurent atteint le petit cottage près de la rivière. Le jeune Lee, mouillé, transi, comme un poulet qui sort de l'eau, était étendu sur un canapé. Au milieu de ses cheveux collés, on apercevait encore des herbes de la rivière et une écume blanchâtre s'échappait de ses lèvres contractées à demi closes. À genoux, à côté de lui, son camarade Harrington cherchait à réchauffer ses membres engourdis. « Je crois que tout espoir n'est pas perdu, » dit Smith en posant la main sur son cœur. « Mettez votre verre de montre devant sa bouche. »« Oui, il respire encore. Prenez un bras, Asti, et commencez les tractions, comme je le fais. Nous en viendrons bientôt à bout. » Pendant 10 minutes, ils travaillèrent en silence,
cherchant à introduire de l'air dans les poumons du noyé. Soudain, un frisson agita son corps, ses lèvres tremblèrent, et il ouvrit les yeux. Les 3 étudiants manifestèrent leur joie. « Réveillez-vous, mon vieux, vous nous avez assez effrayés. Prenez de l'eau de vie, buvez-la au goulot de la gourde. Il va bien maintenant, dit son camarade Harrington. Mon Dieu, quelle frayeur j'ai eue. J'étais en train de lire ici lorsqu'il est parti faire un tour jusqu'à la rivière. Tout à coup, j'entends un cri et un clapotement d'eau. Je courus et j'arrivai à temps pour le repêcher. Il avait l'air mort. Simpson, avec sa jambe de bois, ne pouvait pas aller chercher le médecin. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous, mes amis. Ça va mieux, mon vieux. Assis maintenant. Monk Crossley se souleva sur ses mains et regarda autour de lui. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Ah oui, je me rappelle. J'ai piqué une tête au fond de l'eau. » Ses yeux prirent une expression de terreur et il laissa tomber sa tête. « Je ne suis pas tombé. Mais alors, on m'a poussé. J'étais sur le bord quand je me suis senti saisir par derrière et lancé à l'eau comme une plume. Je n'ai rien vu, rien entendu, mais je sais bien à quoi m'en tenir. » « Moi aussi, » murmura Smith. Lee le regarda étonné. « Vous avez donc fait votre expérience ?» demanda-t-il. « Vous vous souvenez du conseil que je vous avais donné ?»« Oui, et je commence à croire que je le suivrai. Je ne comprends rien à ce que vous racontez, vous autres. Mais à votre place, Harrington, je laisserai Lee se coucher. Nous aurons le temps d'ergoter sur cet incident lorsqu'il se sentira un peu plus fort. Je crois, Smith, que nous pouvons le laisser tranquille maintenant. Je retourne à pied au collège, et vous suivez le même chemin, nous causerons en route. » Mais Smith ne se sentait guère d'humeur à causer. Son esprit était trop préoccupé des incidents de la soirée. L'absence de la momie chez son voisin, le pas qu'il avait entendu dans l'escalier, le retour, l'extraordinaire et inexplicable retour de cette horrible momie, puis l'agression de Lee qui s'expliquait si bien à la suite de l'affront qu'il avait infligé à Bellingham. Tout cela se classait dans son esprit avec les 1000 détails et les circonstances bizarres qui avaient marqué les premières rencontres avec Bellingham. Ce qui constituait jusque-là un soupçon vague, une conjecture fantastique, prenait subitement le caractère d'une parfaite réalité, d'un fait certain et indéniable. Et cependant, tout cela lui paraissait monstrueux, invraisemblable, au-dessus de tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Un juge impartial ou simplement l'ami qui marchait à côté de lui aurait pu lui dire tout bonnement que ses yeux l'avaient trompé, que la momie n'était jamais sortie de l'appartement, que le jeune Lee était tombé à l'eau comme tout homme tombe à la rivière, sans aller chercher des explications de midi à 14 heures. Malgré tout, il sentait que Bellingham était son assassin, et qu'il avait à son service une arme plus puissante que celle dont s'était jamais servi aucun meurtrier. Astier était retourné chez lui en faisant d'amères réflexions sur le caractère bourru de son ami. Abercrombie Smith se dirigea vers son coin de tour avec une forte répulsion pour son appartement et son triste voisinage. Il était décidé à demander conseil à Lee et à déménager le plus tôt possible, car il comprenait qu'un homme ne peut pas travailler tranquille lorsque son oreille est tendue au moindre bruit de pas partant de l'étage inférieur. Il remarqua, en traversant la pelouse, que la chambre de Bellingham était éclairée. Lorsqu'il passa devant son appartement, la porte s'ouvrit et Bellingham en personne parut sur le palier. Avec sa figure grasse et méchante, il ressemblait à une grosse araignée qui vient de tisser sa toile venimeuse. « Bonsoir, dit-il. Voulez-vous entrer un instant ?»« Non, lui cria Smith d'un ton sec. « Non ? Vous êtes occupé plus que jamais ? Je voulais vous demander des nouvelles de Lee. Je suis fâché d'apprendre qu'il a été victime d'un accident. » Malgré son air sérieux, il ne pouvait en parlant dissimuler un sourire narquois. Smith s'en aperçut et il l'aurait bien volonté souffleté. « Vous serez encore plus désolé d'apprendre que Monk Crossley va très bien. Il est hors de danger, » répondit-il. « Vos combinaisons diaboliques ont échoué cette fois. Oh, vous n'avez pas besoin de nier, je sais tout. » Bellingham fit un pas en arrière et ferma la porte à demi comme pour se protéger. « Vous êtes fou, que voulez-vous dire ? Allez-vous affirmer que je suis pour quelque chose dans l'accident de Lee ?»« Oui, » gronda Smith. « Vous et votre sac d'os, vous avez machiné un complot à vous deux. Je vais préciser, monsieur Bellingham, on ne brûle plus aujourd'hui gens de votre espèce, mais nous avons encore un bourreau, et je vous donne ma parole, que si un étudiant meurt pendant que vous êtes ici, je vous ferai pendre haut et court. Si vous ne vous balancez pas gentiment à la potence, ça ne sera pas ma faute. Vous vous apercevrez bientôt
que vos pratiques égyptiennes plus écœurantes les unes que les autres ne sont pas de mise en Angleterre. Vous êtes fou allié, répondit Bellingham. C'est possible, mais rappelez-vous ce que je vous dis, car vous finirez par voir que je sais tenir mes promesses. La porte se ferma violemment, et Smith monta chez lui très exaspéré. Il se barricada, et passa une partie de la nuit à fumer sa vieille pipe et à repasser dans sa tête les événements étranges de la soirée. Le lendemain matin, Abercrombie Smith n'entendit aucun bruit insolite chez son voisin, mais Harrington passa chez lui et lui donna des nouvelles satisfaisantes de Lee. Toute la journée, Smith se plongea dans ses livres, et le soir, il se décida à faire une visite à son ami le docteur Peterson, qu'il avait négligé la veille. Une bonne course et une causerie amicale détendraient ses nerfs agacés. La porte de Bellingham était fermée lorsqu'il passa, mais en se retournant à une certaine distance de la tour, il vit à la lumière de la lampe la tête de son voisin appuyée contre la vitre fixant l'obscurité. C'était un soulagement pour Smith de sortir de cette tour maudite, ne fût-ce que pour quelques heures, et il marchait allègrement, aspirant dans ses poumons l'air tiède du printemps. Le croissant de la lune qui se levait donnait un reflet d'argent à la tour, dont la silhouette se détachait sur un fond demi-obscur. La brise était légère, et quelques nuages clairs se détachaient au ciel. Old était situé à l'extrémité de la ville, et en 5 minutes Smith se trouva en dehors des maisons, entre les haies parfumées de la route qui mène à Oxford. La maison de son ami bordait un chemin ravissant, en solitaire, et malgré l'heure peu avancée, Smith ne rencontra pas une âme sur sa route. Il marchait d'un pas alerte, et arriva bientôt à la grille de l'avenue qui menait à Jarlingford. Devant lui, il aperçut à travers le feuillage une lumière rose qui semblait lui souhaiter la bienvenue. La main sur la serrure de la grille, il se retourna et regarda derrière lui le chemin qu'il avait parcouru. Il lui sembla voir quelqu'un s'approcher rapidement. Silencieusement et furtivement, une silhouette noire rampante, à peine visible au clair de lune, glissa dans l'ombre des haies. Pendant qu'il regardait, le fantôme parut s'approcher à grands pas. Il était maintenant tout près de lui. Malgré la faible lueur, il distingua un cou décharné et 2 yeux qui le poursuivront dans ses rêves jusqu'à la mort. Il se retourna, et en poussant un cri de terreur, il s'enfuit devant lui à toute vitesse. Il arriva enfin à portée des lumières et se crut sauvé. Il passait pour un coureur émérite, mais jamais il n'avait dévoré l'espace comme ce soir-là. La lourde grille s'était refermée derrière lui, mais il l'entendait se rouvrir sous l'effort d'une nouvelle poussée. Il continua à courir à toutes jambes, entendant un pas sec derrière lui. Il aperçut en tournant la tête une horrible créature qui bondissait comme un tigre à sa poursuite, les yeux en feu et un bras en avant, prêt à le saisir. Dieu merci, la porte de la maison était entr'ouverte. La lampe du vestibule l'indiquait. Son adversaire le serrait de si près qu'il ressentit son souffle contre son oreille. Il se rua sur la porte en poussant un cri, la referma au verrou et se laissa choir dans un fauteuil de l'antichambre. « Mon Dieu, Smith, qu'avez-vous » demanda Peterson, apparaissant à la porte de son bureau. « Donnez-moi de l'eau-de-vie. » Peterson disparut et revint en toute hâte avec un verre et un carafon. « Vous en avez sûrement besoin, » dit-il, pendant que son ami buvait la rasade qu'il lui avait versée. « Mais vous êtes blanc comme un linge, mon pauvre ami. » Smith posa son verre, se leva et respira longuement. « Ça va mieux, » dit-il. « Jamais je ne m'étais senti aussi bas et aussi faible. Mais avec votre permission, Peterson, je coucherai ici ce soir, car je ne me sens pas le courage de refaire la route la nuit. C'est bête, j'en conviens, mais je ne peux dominer ce sentiment. » Peterson regarda son ami, très intrigué. « Bien entendu, vous coucherez ici si vous voulez. Je vais dire à Mrs. Burney de vous préparer un lit. Mais où allez-vous ? Venez avec moi à la fenêtre d'où l'on découvre la porte. Je veux vous faire voir ce qui m'est arrivé. » Ils montèrent dans le vestibule du premier étage, d'où ils avaient vu sur l'entrée de la maison. L'avenue et les prés environnants paraissaient tranquilles à la lueur blafarde de la lune. « Ma foi, Smith, dit Peterson, il est heureux pour moi que je connaisse votre sobriété. Sans cela, je... Mais qui diable a pu vous effrayer ainsi ? Je vous le raconterai tout à l'heure. Tenez, regardez, regardez. Voyez-vous la courbe de la route à hauteur de votre grille ? Oui, je vois. Inutile de me pincer le bras. J'ai vu passer quelqu'un, un homme assez maigre. Il me semble grand, très grand. Mais, puis après,
Vous tremblez comme une feuille. Il y a de quoi. Je sors des griffes du diable. Si vous voulez redescendre dans votre bibliothèque, je vous raconterai tout. » Ils redescendirent ensemble. À la lueur d'une bonne lampe, un verre de Porto à côté de lui sur une table, il fit à son ami, dans l'ordre chronologique, le récit de tous les événements, petits et grands, qui s'étaient déroulés si extraordinairement depuis la nuit où il avait trouvé Bellingham évanoui en face de la caisse de la momie, jusqu'à son horrible et dernier incident. « Voilà, dit-il en terminant, voilà toute l'affaire. Elle est monstrueuse et invraisemblable, mais vraie pourtant. » Le docteur Plumtree Peterson resta silencieux pendant un certain temps, avec une expression de grande indécision sur sa figure. « Je n'ai jamais entendu une histoire pareille, jamais, dit-il au bout d'un moment. Vous m'avez raconté les faits. Maintenant, dites-moi quelles conclusions vous en tirez. Et vous? Mais j'aimerais bien connaître les vôtres. Vous avez eu le temps d'y réfléchir plus que moi. Mon Dieu, les détails sont un peu vagues, mais les grandes lignes paraissent très nettes. Cet individu de Bellingham a réussi par ses études de langue orientale à découvrir quelques secrets diaboliques qui lui permettent de rappeler à la vie des momies, ou en tout cas une momie particulière. Il se livrait certainement à cette besogne répugnante le jour de son évanouissement. Sans doute, la vue de cette créature en mouvement aurait ébranlé ses nerfs, bien qu'il s'y soit attendu. Vous vous rappelez qu'en sortant de son évanouissement, il se traita lui-même de fou. Eh bien, puis il a dû se cuirasser. Il assiste maintenant de sang-froid à ces expériences macabres. La vitalité qu'il rend à sa momie n'est probablement que momentanée, car j'ai vu plusieurs fois cette semi-créature parfaitement inanimée dans sa caisse. Il doit connaître quelque procédé savant qui lui permet de produire cette résurrection partielle, qui lui permet de se servir de cette créature comme d'un agent dévoué. Elle est intelligente et vigoureuse. Pour une raison quelconque, il a mis Lee dans la confidence. Mais un homme qui se respecte, Lee n'a jamais voulu participer à cette sale besogne. Une discussion violente s'ensuivit et Lee déclara qu'il préviendrait sa sœur. Le jeu de Bellingham a été de vouloir empêcher Lee de le dénoncer à sa sœur. Il y est presque arrivé en lançant cette créature à ses trousses. Il avait déjà fait une première tentative contre Norton, à qui il en voulait. C'est donc un pur hasard si 2 assassinats ne pèsent pas sur sa conscience. Et lorsqu'il m'a entendu l'accuser de ses méfaits, il s'est décidé à se débarrasser de moi à tout prix pour m'empêcher d'ébruiter la chose. Il profita d'une de mes sorties car il connaissait mes habitudes et savait où j'allais. Je l'ai échappé belle, Peterson. Peu s'en est fallu que vous ne me trouviez étendu raide sur le pas de votre porte. Je ne suis pas nerveux habituellement, mais je n'ai jamais eu peur de la mort comme ce soir. Mon cher, vous prenez la chose trop au tragique, répliqua son camarade. Vos nerfs sont ébranlés par votre surmenage intellectuel, et vous exagérez les faits. Comment voulez-vous que des acrobaties pareilles se produisent à Oxford même, la nuit, sans avoir été signalées? Mais on a déjà jasé à ce sujet. On fait grand bruit dans la ville d'une aventure de guenon échappé. Il n'est question que de cela à Oxford. Il n'y a pas à dire, c'est un enchaînement d'incidents bien extraordinaires. Et cependant, mon cher, vous admettrez que chaque fait pris séparément peut s'expliquer d'une manière plausible. Quoi, même mon aventure de ce soir? Certainement. Vous sortez de chez vous avec les nerfs en très mauvais état et la tête farcie d'idées étranges. Quelque vagabond affamé vous suit et, voyant que vous courez, il vous poursuit de plus belle. Vos craintes et votre imagination font le reste. Ce n'est pas ça, Peterson, ce n'est pas ça. Et quant au fait d'avoir trouvé la caisse de la momie vide un jour, puis le lendemain garnie de son habitant, c'est un effet de lumière, vous dites vous-même que la lampe était à moitié baissée. Comme d'autre part vous n'aviez aucune raison spéciale de vous approcher pour voir de très près, il se peut parfaitement que la momie ait été dans sa caisse sans que vous l'ayez vue la première fois. Oh non, par exemple, je proteste. Pour les autres incidents, il peut se faire que Lee soit tombé à l'eau tout seul et que Norton ait été attaqué. Il existe certainement des indices terribles contre Bellingham, mais si vous les exposiez devant un magistrat, il vous rirait au nez tout simplement. Je le crois. Aussi ai-je pris le parti de ne confier à personne le soin de cette affaire. Et alors? Eh bien, je sens qu'il me reste un devoir à remplir envers la société. Et d'ailleurs, il faut bien que je songe à ma propre sécurité.
Sans cela, cette bête horrible m'obligerait à quitter l'université. Je serais vraiment impardonnable de me laisser faire. À ce propos, puis-je me servir de votre papier et de votre plume? Certainement. Vous trouverez tout cela sur cette table. Abercrombie s'assit devant un cahier de papier collier, et pendant 2 heures ininterrompues, il laissa courir sa main. Les pages se noircissaient rapidement, tandis que son hôte, confortablement assis dans son fauteuil, le regardait avec une curiosité patiente. Enfin Smith poussa une exclamation de satisfaction, sauta sur ses pieds, réunit ses feuilles éparses et posa la dernière sur le bureau de Peterson. « Voulez-vous me donner votre signature comme témoignage ?»« Témoignage de quoi ?»« De ma signature et de la date. La date est la chose la plus importante. Voyez-vous, Peterson, ma vie en dépend peut-être. »« Mon cher Smith, vous parlez comme un fou. Je vous en prie, allez vous coucher. »« Pas du tout. Je ne me suis jamais aussi bien possédé. Et je vous promets d'aller me coucher dès que vous aurez signé. Mais que me présentez-vous là ? Le récit de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je désire que vous le signiez. Certainement, dit Peterson, en mettant sa signature au bas de celle de son ami. Là, mais je ne sais pas où vous voulez en venir. Vous garderez ce dossier, n'est-ce pas? Et vous le produirez au cas où on m'arrêterait? Arrêtez, pourquoi donc? Pour assassinat. C'est très possible. Je m'attends à toutes sortes d'événements. Je n'ai qu'un moyen de procéder, et je suis parfaitement décidé à l'employer. Pour l'amour du ciel, n'agissez pas à la légère. Croyez-moi, il serait bien plus risqué d'employer un autre moyen. J'espère que je n'aurai pas à recourir à votre témoignage, mais je me sentirai plus tranquille à l'idée qu'en cas de besoin, vous pourriez justifier ma conduite. Et maintenant, je suis prêt à suivre votre conseil et à aller me reposer, car il me faudra être frais et dispos demain matin. Abercrombie Smith était en somme un ennemi assez redoutable. Relativement calme et d'un caractère paisible, il devenait très violent quand on l'exaspérait. Dans toutes les circonstances de la vie, il apportait la même énergie et la même décision qu'il avait toujours distinguée de ses camarades d'études. Il avait renoncé à ses livres pour 24 heures, mais il entendit bien que cette journée ne fut pas perdue pour lui. Il ne souffla mot de ses projets à son ami, mais à 9 heures, il reprenait le chemin d'Oxford. Il s'arrêta dans la rue principale, chez un armurier, et acheta un gros revolver avec une boîte de cartouches à percussion centrale. Il en glissa 6 dans le barillet, et le revolver chargé demi-armé dans la poche de son veston. Il alla d'abord chez Hasty, et trouva son ami en train de déjeuner et de lire le Sporting Times. « Eh bien, quoi de neuf ?» demanda-t-il. « Voulez-vous du café ?»« Non, merci, Hasty. Je veux que vous veniez avec nous, et que vous fassiez ce que je vous demanderai. »« Parfaitement, mon cher. Apportez un gros gourdin, s'il vous plaît. »« Ah !» Hasty le regarda, étonné. « Voilà une canne de chasse capable d'assommer un taureau. Encore autre chose. Vous avez une trousse de chirurgie. Donnez-moi le couteau le plus long que vous possédez. À votre service. Vous avez l'air de partir en guerre. Que voulez-vous de plus? Rien, cela suffit. » Smith enfouit le couteau dans sa poche intérieure et se dirigea vers le carré de la tour. « Nous ne sommes des poules mouillées, ni l'un ni l'autre, Hasty, dit-il. Je crois que je me tirerai d'affaire tout seul, mais je vous emmène par précaution. Je vais m'offrir une petite explication avec Bellingham. Si je n'ai affaire qu'à lui, je n'aurai bien entendu pas besoin de vous. Si je crie, montez et cognez dessus de toutes vos forces. Comprenez-vous? Entendu. Je viendrai si je vous entends appeler. Alors restez ici. Ce sera l'affaire d'un moment. Ne bougez pas avant que je descende. Je vous attends de pied ferme. » Smith monta l'escalier, ouvrit la porte de Bellingham et entra. Bellingham était assis à sa table et écrivait. À côté de lui, au milieu du fouillis de ces bibelots étranges, Smith aperçut la caisse avec son numéro de vente 249, collé sur un des côtés. L'ignoble momie se dressait au fond, hideuse et grimaçante. Smith regarda tout autour de lui avec un calme parfait, ferma la porte à clé, mit la clé dans sa poche, et traversant la pièce, il se dirigea vers la cheminée pour allumer le feu. Bellingham resta assis, bouche bée, stupéfait et la rage dans l'âme. « Vraiment, vous ne vous gênez plus. Faites comme chez vous, » marmotta-t-il. Smith s'assit sans broncher, posa sa montre sur la table, tira son revolver, l'arma et le garda sur ses genoux. Puis, il tira de sa poche un grand couteau et le jeta devant Bellingham. « Allons, à l'ouvrage !»
lui dit-il. Découpez-moi cette momie. Tiens, vraiment, répondit-il d'un ton ironique. Oui, c'est comme ça. On me dit que la loi ne peut vous atteindre, mais j'ai ma loi, à moi, qui saura tout arranger. Si dans 5 minutes, vous n'avez pas commencé, je vous jure, au nom de Dieu qui m'a créé, que je vous logerai une balle dans la tête. Vous voulez me tuer? Ce disant, Bellingham se leva à moitié, et sa figure devint jaune comme du mastic. Oui. Et pourquoi? Pour mettre fin à vos méfaits. Voilà déjà 1 minute de passé. Mais qu'ai-je donc fait? Vous le savez comme moi. Ma parole, vous cherchez à m'intimider. 2 minutes sont passées. Mais expliquez-vous donc. Vous êtes un fou dangereux. Pourquoi détruirais-je mon bien? Cette momie a une grande valeur. Vous allez la découper et la brûler. Non, certes. Voilà déjà 4 minutes. Smith prit le revolver et regarda Bellingham avec une expression impitoyable. Comme l'aiguille de sa montre avançait, il leva la main et mit le doigt sur la détente. « Là, je vais vous obéir !» cria Bellingham. En proie à une agitation folle, il saisit le couteau et se mit à déchiqueter la figure de la momie sans détacher son regard des yeux de l'arme de son visiteur, qui suivait tous ses mouvements. L'horrible créature se désagrégeait en grinçant à chaque entaille du couteau, laissant une traînée de poussière épaisse et jaune. Des épices et des essences aromatiques se répandirent sur le parquet. Tout d'un coup, avec un craquement sinistre, la colonne vertébrale se brisa et tomba. Il ne resta au milieu de la pièce qu'un monceau de membres épars. « Maintenant, au feu !» cria Smith. La flamme dévora en pétillant ces débris jaunes et desséchés empilés dans la cheminée. La petite pièce, tout enfumée, ressemblait à la chambre de chauffe d'un vapeur, et des gouttes de sueur perlaient aux tempes des 2 hommes. L'un d'eux travaillait sans relâche, tandis que l'autre le surveillait d'un air impassible et résolu. Une fumée épaisse et grasse sortit de la cheminée. Une odeur âcre de résine brûlée et de cheveux roussis empesta la chambre. Un quart d'heure après, il ne restait du lot 249 qu'un petit tas de brindilles et de cendres. « Vous êtes satisfait, je pense ?» hurla Bellingham en lançant son bourreau un regard de haine et d'angoisse. « Non, il faut faire table rase de tout ce bazar excentrique. Nous ne voulons plus de machinations diaboliques. Au feu toutes ces feuilles. Elles pourraient, elles aussi, vous servir à votre triste besogne. »« Et quoi encore ?» demanda Bellingham, lorsque les dernières feuilles eurent disparu dans les flammes. « C'est maintenant le tour du rouleau de papyrus que vous étaliez sur la table l'autre nuit. Il est dans ce tiroir, il me semble. »« Non, non !» cria Bellingham. « Ne le brûlez pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Profane, c'est un objet unique. C'est la clé de la sagesse et de la science qu'on ne peut trouver ailleurs. Au feu, sans réplique, vous dis-je. Mais voyons, Smith, c'est insensé de me tyranniser ainsi. Je vous ferai part de ma science. Vous saurez tout, je vous le promets. Permettez-moi au moins de copier ce papyrus avant de le brûler. » Smith fit un pas en avant et ouvrit le tiroir fermé à clé. Prenant le papier jaune, il le jeta au feu et l'enfonça avec son talon dans la flamme. Bellingham hurla et se jeta sur lui, mais Smith le repoussa et maintint le rouleau jusqu'à sa complète ignition. « Eh bien, monsieur Bellingham, il me semble que je vous ai maté. Si vous recommencez vos vieilles pratiques, vous aurez de mes nouvelles, je vous en réponds. À présent, bonsoir, je retourne à mes études. » Tel est le récit d'Abercrombie Smith sur les événements étranges qui se déroulèrent au vieux collège d'Oxford en 84. À la suite de cet incident, Bellingham quitta le collège immédiatement. On apprit ensuite qu'il était parti pour le Soudan. Il n'en reste pas moins vrai que la science humaine se montre souvent bien bornée, et que les voies de la nature sont des sentiers terriblement obscurs au milieu desquels l'investigateur le plus habile peut parfois s'égarer. Ainsi s'achève le lot numéro 249 par Arthur Conan Doyle.